緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。Un séisme sans précédent a frappé le Japon. Ce qui était tant redouté se produit finalement. Une explosion dans l'enceinte de la centrale nucléaire de Fukushima. Le 11 mars 2011, le Japon est victime d'un des plus grands tremblements de terre de son histoire. Beaucoup de bâtiments sont endommagés, voire détruits. Parmi eux, la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Mais ce n'est pas fini. 58 minutes plus tard, à cause du tremblement de terre, une vague de plus de 10 mètres est créée, venant s'écraser sur les côtes du Japon, ce qui aggrave la situation pour la centrale et stoppe les systèmes de refroidissement des réacteurs causant leur explosion. Et ainsi libère des milliards de particules radioactives sur tout le secteur pour ensuite se propager dans le monde entier. Encore aujourd'hui, aux alentours de la centrale, il est obligatoire de porter un masque à gaz. Et, à cause des retombées de poussière dans l'eau, certaines zones sont interdites à la pêche car le poisson proche de la centrale est devenu lui aussi radioactif. Il y a également la végétation qui peine à repousser et les terres qui ne peuvent plus être cultivées. Les scientifiques observent des malformations s'accroissant à chaque génération sur les animaux vivant sur ce territoire, notamment certains types de papillons voyant plus de la moitié de son espèce développer une malformation de l'aile. Pour éviter de nouvelles fuites radioactives, les réacteurs doivent être refroidis en permanence. Et pour cela, il faut beaucoup d'eau. Chaque jour, il est nécessaire de déverser plus de 200 mètres cubes d'eau sur la centrale. Sauf qu'en arrosant les réacteurs, l'eau récupère des particules radioactives et devient à son tour radioactive. Il faut donc stocker cette eau. Pour cela, il est construit un millier de grands réservoirs bleus et gris afin d'y conserver l'eau contaminée. Le problème, c'est que l'on commence à manquer de place pour ces réservoirs. En 2022, la quantité de stockage maximum sera atteinte. Il est donc impératif de trouver une solution. La plus réaliste pour le moment est de déverser ces eaux par petites doses dans l'océan Pacifique. Mais comme on peut s'en douter, tout le monde n'est pas d'accord avec cette démarche. North Korea, meanwhile, has called on Japan to immediately cancel its plans to dump radioactive waste into the Pacific Ocean, saying it would be a crime against humanity and a, quote, nuclear disaster for the Korean Peninsula and the world. Pourtant, les conséquences de cet acte ne sont pas aussi importantes que l'on pourrait se l'imaginer. Cela n'aurait au final pas vraiment d'impact sur l'océan en général. Ce serait comme mettre une goutte de colorant dans une baignoire. Cependant, si c'était si beau, cela aurait été fait bien plus tôt. En effet, sur les côtes japonaises qui entourent la centrale, ce n'est pas la même chose. Il risque d'y avoir de grandes répercussions sur les animaux et plantes marines qui s'y trouvent, en les rendant à leur tour radioactifs, ce qui nuirait beaucoup au bien-être des fonds marins. Alors avec des règles si strictes, pourquoi le Japon n'est-il pas un modèle en termes d'écologie? Même si les Japonais sont des exemples sur leur tri sélectif, c'est le second plus grand consommateur de plastique mondial. Un habitant consomme en un an 400 sacs plastiques en moyenne, soit plus de 1 par jour. Cela correspond à 50 milliards sur tout le pays par an et représente environ 50% de la consommation mondiale. Cela fait maintenant plusieurs années que le Japon n'a pas connu de catastrophe environnementale aussi importante que celle de la centrale de Fukushima. Mais cela ne veut pas dire que le Japon est exempt de toute nouvelle pollution. À première vue, nous pourrions croire que ce pays est un modèle en termes de protection de l'environnement. En effet, on y trouve un recyclage sélectif très rigoureux, avec des règles en fonction des régions, des quartiers ou des résidences. Certains jours vont être réservés au papier, d'autres au plastique, au verre, etc. Par exemple, pour une bouteille, il faut une poubelle pour le bouchon, une pour son étiquette et une pour le plastique. Mais grâce à cela, 9 bouteilles sur 10 pourraient être recyclées. Un Japonais a en moyenne chez lui 10 à 11 types de poubelles différents, mais certaines villes peuvent aller jusqu'à 34 sortes de poubelles. Mais pourquoi tant de plastique? Cela peut s'expliquer par la culture de l'omotenashi qui se définit par le soin qu'accordent les employés à vouloir que les clients soient traités de la meilleure des façons, donc que son produit soit le mieux présenté que possible, ce qui a pour cause de multiplier les emballages. On retrouve également un emballage individuel pour n'importe quel produit. En effet, au Japon, il est de coutume de faire ses courses tous les jours ou tous les 2 jours, donc les emballages individuels sont plus pratiques pour eux. Le principal problème, c'est que tout ne peut pas être recyclé, ce qui a pour conséquence que 60% du plastique est brûlé, ce qui produit une importante pollution atmosphérique, ou alors il y arrive régulièrement qu'il se retrouve dans la nature, les mers ou les océans. Le gouvernement a conscience qu'il faut agir contre ces dérives écologiques. Il a pour but de réduire l'utilisation des sacs plastiques de 25% d'ici 2030. Et pour cela, différents moyens sont mis en place, comme par exemple faire payer aux clients son sac plastique et ne plus l'offrir. Certaines chaînes de magasins ont pris eux-mêmes l'initiative de retirer leurs sacs plastiques. Et certains quartiers imposent une taxe sur les sacs. Pourtant, ces décisions ne font pas l'unanimité. De nombreux Japonais n'y voient pas l'intérêt. Even if you make people pay for their plastic bags, people who need them are still going to use them. And look at all this packaging. It looks so good with the plastic. It's clean and attractive to shop.
Pour lutter contre la surproduction de gaz à effet de serre causée en partie par le plastique, le Japon a adopté le protocole de Kyoto qui l'oblige à réduire ses émissions d'au moins 6% par rapport à 1990. Pour ce faire, le pays va notamment investir dans les énergies renouvelables et dans le développement de technologies en faveur de l'environnement. Le Japon s'est également fixé comme objectif d'atteindre la neutralité carbone avant 2050. Cela veut dire que le pays souhaite trouver un équilibre entre l'émission liée à l'activité humaine et la capacité des écosystèmes à absorber le carbone.